Bienvenue dans ce chapitre de la Bibliothèque des mémoires consacré aux personnes qui ont vécu le cyclone en étant chez elles. Bonne écoute. Peux-tu te présenter en quelques mots? Donc moi, je m'appelle Michèle, je suis à Mayotte, depuis 2019. Je travaille ici, j'exerce dans le domaine de la protection de l'enfance, dans le social. Que tu avais déjà vécu un événement climatique de ce type? Alors non, j'ai jamais vécu de cyclone. Par contre, j'avais déjà vécu une catastrophe, naturelle parce que, voilà, mon parcours de vie fait que j'ai eu à vivre au Congo. C'était en 2002, et c'était une éruption volcanique. Hem et donc oui, il y avait eu des sirènes, des tremblements de terre, coulées de lave et donc d'ailleurs j'ai été sinistrée parce qu'on avait perdu notre maison qui était engloutie, sous les laves. Voilà. Et est-ce que tu avais déjà entendu des récits familiaux de passages de cyclones et de tempêtes sur l'île de Mayotte? Non, non. J'avais juste entendu des récits, surtout par rapport aux tremblements de terre justement à cause du volcan naissant, le volcan sous-marin et ouais, les personnes qui m'expliquaient un peu, comment elles ressentaient les choses, comment elles avaient peur à l'époque où ça a démarré et puis surtout aussi, ben, on a quand même moi j'ai pas mal ressenti, quand je suis arrivée en 2019, quelques tremblements donc mais pas sur, on n'a pas parlé de tempête, de cyclone. Est-ce que tu as cru à l'annonce de ce cyclone? Oui, moi j'ai pris la chose au sérieux, vraiment, parce que, bah, ayant vécu, déjà une catastrophe naturelle, les sirènes qui t'alertaient, je savais que c'était, et puis il y avait de la prévention autour de ça, donc là, l'alerte cyclonique, il y a eu quand même, de la communication dessus, il y a eu des prévisions, de la météo et puis je pars du principe qu'il y a des gens qui sont là pour ça, qui font des recherches, des études et quand ils nous préviennent, la moindre des choses, c'est quand même, de prendre l'affaire au sérieux. Et comment tu t'y es préparée? Alors comment je me suis préparée? Bah, chez moi, j'avais clairement, le matin, j'ai appelé quelques amis, je regardais un peu l'extérieur, pour voir comment le vent commençait, voilà, à se lever, comment la température, enfin la météo en tout cas, le climat changeait. Donc j'ai eu au téléphone mes proches et puis, voilà, des amis de Mayotte et ensuite très vite, quand j'ai commencé à sentir les premiers bruits à l'extérieur, là j'ai mesuré, vraiment le sérieux du début, du cyclone qui arrivait, qui allait nous frapper. Donc je me suis changée, par exemple. Je me suis mise en tenue, un peu plus adaptée, sportive, avec des baskets. J'avais préparé un sac avec des affaires de secours, de rechange, des documents importants à ramener avec moi s'il fallait partir. Mes ordinateurs portables, par exemple, je les avais mis dans des sacs étanches en hauteur. J'ai, fermé, mes volets donc au fait, moi, mes volets, ils ont un filtre, qui me permet pas de voir ce qui se passe à l'extérieur donc j'entendais beaucoup de bruit mais par contre, je m'étais barricadée, quoi, à l'intérieur de chez moi et j'ai trouvé un peu une pièce, où j'estimais que j'allais être, plus à l'abri, en évitant donc avec toutes les consignes qui avaient été données, éviter d'être près des fenêtres et tout ça. Donc je m'étais, voilà, réfugiée quelque part, dans un coin de ma chambre et j'attendais tranquillement que ça passe. Et est-ce que tu as eu le sentiment que ton entourage était bien préparé? Oui et non. Il y avait, c'était, il y avait des gens qui avaient vraiment pris l'affaire au sérieux et puis d'autres un peu moins quand même. Parce que j'ai le souvenir, d'en avoir discuté avec mes voisins la veille, en questionnant s'ils avaient acheté des bougies par exemple, s'ils avaient des piles, pour les lampes torches. Et puis, moi j'avais pris soin de rentrer par exemple mes pots de fleurs qui étaient sur, la varangue
pour éviter ben, enfin, des projections en tout cas, et que ça blesse ou que voilà, que ça fasse du tort, tout simplement, autour. Et donc, en discutant avec les voisins, je me rendais compte que c'était un peu, voilà, pris à la légère, quoi. Et ouais. Est-ce que vous pensiez que vos maisons allaient résister dans vos différents logements? Oula. Alors, je pense on s'est pas posé cette question. Et moi, je me souviens quand j'ai eu une amie au téléphone juste avant que le vent vraiment commence à souffler très fort, je lui ai dit, j'ai la sensation que la maison va s'écrouler. Elle m'a rassurée en disant, mais non, la maison peut pas s'écrouler. Ça... Et donc, mais vraiment, je pense qu'on était loin, ouais, de s'attendre à ce qu'il y ait des murs qui tombent pour le coup. On s'est cru en sécurité chez nous, quoi. Ouais. Tu peux nous raconter comment tu as vécu le passage du cyclone chez toi, justement? Ah oui. Alors chez moi, ben moi voilà, j'habite seule, donc j'étais seule à ce moment-là. Alors moi, je suis très croyante, je crois en Dieu et en la grâce accordée en Jésus-Christ. Et donc j'ai passé mon temps à prier et à chanter des louanges. Euh, euh, voilà, vraiment dans la louange et dans la confiance totale au Seigneur, en sachant ce qu'il faisait, qu'il était souverain sur toute sa création, et donc que même dans ce cyclone, il restait souverain, et j'avais juste confiance. Et je crois que j'étais de toute façon prête aussi à mourir si c'était le moment pour moi de partir. J'étais en paix vis-à-vis de ça parce que je savais dans tous les cas où est-ce que j'allais après la mort, si ça devait arriver. Mais oui, je visualisais un peu l'extérieur et je priais pour la protection, mais aussi pour que ma maison ne s'écroule pas, parce que à tous les bruits que j'entendais, clairement, j'avais l'impression que le mur, enfin que tout allait s'effondrer. Et j'avais en visuel deux arbres. Moi, j'avais deux grands arbres autour, de part et d'autre de ma terrasse, et je demandais au Seigneur vraiment de garder que ces arbres, voilà, ne tombent pas sur la varande, parce que sinon, je pense que la maison, elle partait, enfin l'appartement partait. Mais oui, voilà, je l'ai passé comme ça. Pour toi, ça a duré combien de temps? Euh, je pense que de temps en temps, je sortais dans mon salon. J'avais eu de l'eau hein, qui s'était infiltrée, par exemple, j'avais de l'eau jusqu'à la cheville dans le salon, mais j'ai pas du tout écopé. Je me suis dit, de toute façon, bah, on verra après quand ça va s'arrêter. Mais je regardais l'heure et je pense que pour moi, ça a duré 4 heures. Parce que voilà, oui, j'avais aussi en tête euh, que c'était un peu l'ordre. Je sais pas si je sais pas d'ailleurs si ça avait été dit aux infos, la durée, mais je sais pas pourquoi, mais oui, pour moi ça a duré 4 heures, je pense. Qu'est-ce qui t'a choqué après le passage du cyclone? Bah déjà, juste de voir tout ce qui était tombé, tout ce qui était détruit. Oui, cette image vraiment de désolation autour, le fait de plus du tout avoir de feuilles sur les arbres, ça c'était terrible à constater. La violence et la force qu'il y avait dans ce vent, en fait, d'avoir déplacé des bateaux quand j'ai entendu que les barges avaient bougé, quand j'ai vu, moi, juste les arbres qui étaient à côté de chez moi déracinés. Ça m'a vraiment, ouais, euh, ça m'a beaucoup interpellée. Et après, humainement parlant, vraiment, ouais, je me suis dit, mais j'ai pensé à toutes les personnes qui étaient dans les logements de fortune, les bangas, comme on dit ici, les logements en tôle. Et j'osais même pas, en fait, imaginer. Je me suis dit, il y a rien qui a tenu, et j'osais pas me mettre à l'évidence de me dire, mais bon sang, tout ce qui a pu avoir comme dégâts là-bas. Ouais, et je pensais à ces familles qui s'étaient pas protégées, qui pouvaient pas, peut-être qui étaient pas parties de chez elles. Et aussi à des personnes clairement qui sont décédées, quoi. Euh, ouais.
mais de voir en tout cas, pareil, que même les personnes qui avaient des maisons en dur, tout le monde au fait a été atteint. Euh, et que finalement, chacun a eu son lot de souffrances dans ce passage de cyclone et que personne, mais absolument personne, riche ou pauvre, peu importe la situation économique, ben, au fait, on y est tous passés et euh, on a tous été impactés à différents degrés par ce cyclone, quoi. Et l'événement était dur hein, pour beaucoup de personnes. Toi, durant le cyclone et après, qu'est-ce qui t'a permis de tenir moralement? Je te pose la question, on est un mois maintenant de l'événement, donc voilà, qu'est-ce qui t'a permis de tenir Alors, moi, ce qui m'a permis de tenir, c'est bah, déjà ouais, je pense que c'est ma foi en Dieu, en me disant que même avec l'épreuve, le Seigneur, il donne la force d'en sortir. Il a déjà prévu une solution et c'est cette confiance totale, au fait, dans sa souveraineté, euh, qui m'a permis de tenir tout simplement et, euh, et finalement d'être aussi disponible pour toutes les autres personnes qui avaient besoin de moi et de vivre l'entraide, de vivre la solidarité, de vivre la communion fraternelle, l'amour fraternel. Moi, chez moi, j'ai accueilli du monde le jour du cyclone aussi même, et puis pendant les semaines qui ont suivi. Et donc, c'était assez dense, le rythme était assez conséquent, soutenu. Et puis, quelque part aussi, j'ai eu besoin de beaucoup de repos. Je crois que jusqu'à aujourd'hui encore, hein, on ressent la fatigue. Moi, je ressens beaucoup la fatigue. J'ai pas tout à fait retrouvé un rythme comme j'avais avant Shido. Mais c'est clair que la foi que j'ai dans le Seigneur euh, ne refuse pas la réalité, en tout cas des circonstances. Voilà. Euh, et puis, elle me permet juste de faire complètement confiance pour traverser ces circonstances-là. Et c'est comme ça que je tiens. Et d'ailleurs, je me suis posé la question même de me dire, bah, en fait, si je mettais mon espoir ou mon espérance dans le matériel ou dans ma maison ou dans les arbres que j'admire ou dans la nature, et ben là, après une catastrophe comme ça, bah, comment tenir, quoi? Donc, Est-ce que tu peux nous raconter l'après-cyclone jusqu'à aujourd'hui pour toi? oula, l'après-cyclone jusqu'à aujourd'hui. Euh, alors, l'après-cyclone, dur moralement. Enfin, la première chose que j'ai faite, c'était déjà de savoir si mes amis, mes proches se portaient bien, de savoir aussi de les retrouver. Par exemple, dès mardi, moi, j'ai commencé à sillonner l'île en voiture pour constater aussi déjà Mayotte, à quoi pouvait ressembler Mayotte. À côté de ça, ben, il y avait aussi les collègues de travail. Mes collègues de travail, l'idée c'était aussi de prendre des nouvelles, de se retrouver, de savoir comment allait chacun. Il y a eu vraiment cet aspect humain plus plus, avant tout l'aspect aide matérielle, apport de soutien matériel. Euh, et ça, c'était beau. En tout cas, quand je voyais les gens, je disais, oh, t'es en vie. C'est pas quelque chose qu'on dit tous les jours. Mais là, de voir la personne et de savoir qu'elle allait bien, qu'elle était vivante, que je pouvais la toucher, c'était extrêmement beau, extrêmement apaisant, malgré les circonstances. Et donc, on était joyeux de se retrouver et et de partager, quand même, d'arriver à partager des beaux moments dans ces retrouvailles. Ensuite, il y a eu tout l'autre aspect. Moi, par exemple, dans le cadre du travail, c'était de m'inquiéter pour toutes les familles qu'on accompagne, les mineurs qu'on suit, de se poser des questions, de savoir bah, où ils étaient, comment ils allaient, est-ce qu'ils avaient pris soin de se mettre en sécurité. Donc, il y a eu tout un recensement autour de ça, de découvrir des situations vraiment encore plus désastreuses qu'avant. Il a fallu gérer ça, porter l'équipe aussi dans tout ça, en même temps que nous, même personnellement, on était aussi affectés, atteints. Donc il a fallu vraiment accompagner pour pas se noyer en fait et pour
Oui, pour ôter cette cape un peu de sauveur qui accompagne souvent le travailleur social d'ailleurs, en se disant bah, que c'est pas notre rôle de sauver, mais c'est notre rôle d'être là en soutien, d'accompagner et surtout, oui, d'aborder la question de la résilience, la force, et puis la question de l'empathie aussi. Ensuite, il y a eu bah, tout l'aspect fatigue extrême, j'ai envie de dire, vraiment. Au bout de 3 semaines, là, humainement, physiquement, mentalement, ça commençait à être dur parce qu'on a tout donné. Et là, moi, vraiment, je ressentais personnellement un état de fatigue chronique. J'avais du mal à reprendre un rythme habituel et surtout, ben, on manquait, moi, où j'étais, j'ai tenu, j'ai retrouvé l'électricité un mois après. Donc, tenir un mois sans électricité, dormir dans la chaleur, ne pas pouvoir se reposer correctement la nuit, ne pas avoir des nuits reposantes, euh, le régime alimentaire, parce que du coup, sans électricité, dans mes achats, moi, j'étais restreint. Donc, je consommais, par exemple, beaucoup de produits en conserve. Et donc, il y a tout un... Bah, ton métabolisme, il prend cher, quoi. Et je l'ai vraiment senti, en fait, hein. Et bah voilà, et j'en sors. Je suis en train d'en sortir. Je peux pas dire que j'ai repris un rythme comme avant et que je pète la forme. Non, pas du tout. Je me rends compte, par contre, qu'il y a du positif. Je commence à retrouver petit à petit euh, un, oui, un rythme meilleur qu'avant. Et puis d'avoir découvert surtout les joies. Bah, en fait, quand j'ai vu l'électricité, les lumières allumées, je pense que j'ai fait le tour de l'appartement pour allumer toutes les lumières, voir à quoi ça ressemblait et de dire, eh ben, ça fait du bien quand même. Et on se rend compte qu'on est, oui, que finalement, c'est un cadeau de pouvoir vivre dans un logement où il y a de l'électricité, où il y a de l'eau, quoi. Mm. Est-ce que tu as des commentaires à faire sur la gestion de l'événement, de l'événement et de l'après aussi chez Do? Ah, alors, je veux pas du tout critiquer les services de l'État. Ils sont là, ils ont des compétences, ils font leur travail, ils ont tout donné. Donc, si je peux apporter une critique, j'aimerais qu'elle soit constructive. Mais moi, j'ai été bouleversée du fait déjà qu'on n'ait pas eu d'eau, juste l'accès à l'eau potable en fait. Qu'on ait eu à acheter l'eau, à chercher les bouteilles d'eau, oui, à chercher à s'en procurer et à en acheter alors qu'on venait de vivre une catastrophe naturelle. Et j'estime qu'à ce moment-là, en fait, l'eau devait être offerte à toute la population, quoi. Au moins l'eau avant tout ce qui est soins, nourriture et autres. Et ça m'a beaucoup peiné de voir que à Mayotte, on n'a pas déclenché tout de suite cet accès à l'eau. Et c'est arrivé pour moi très tardivement. Au bout de 5 jours, c'est pas possible. Enfin, c'est inconcevable. Sachant en plus aussi que l'île de la Réunion n'est pas très loin et que ils sont mieux préparés que Mayotte. Ils connaissent la gestion des catastrophes comme ça. Euh, et je trouve que l'aide aurait pu arriver rapidement, en fait, dans les 48 heures. On aurait dû être secouru vraiment à la hauteur oui, de la prise en charge que la France est capable, en fait, d'accorder, tout simplement. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose pour les gens qui vont écouter ce podcast? La parole est libre. Oui, ouais, moi, ça m'a fait questionner sur le sens, en fait, le sens de l'existence, le sens de la vie, et en quoi on met notre espoir, notre espérance. Et vraiment, j'ai réalisé à quel point c'était bon de revoir les amis après cette catastrophe et de savoir qu'ils étaient en vie. Et je me suis dit, finalement, en fait, on accorde une importance quand même au fait d'être en vie. Mais pourquoi finalement on vit? Dans quel but? Et quand je repense aussi à Mayotte, clairement, Mayotte est un bel endroit où il y a un très beau lagon, où vraiment on pouvait ici avoir des week-ends magnifiques. Euh, et là, avec cette catastrophe, de se dire, bah, si, ouais, de se poser la question du sens de pourquoi on est là,
parce que après une telle catastrophe, finalement, si on met notre joie dans le fait d'aller en bivouac ou d'aller voir le lagon, de nager, bah, en fait, on n'a pas, comment dire, là, ça va être difficile. Aujourd'hui, l'économie, elle est à terre. Euh, Mayotte n'a plus cette beauté qu'elle nous offrait. Même la faune et la flore ont pris très cher hein, avec ce cyclone. Et donc de se dire, bah oui, au fait, pourquoi je suis là, quel intérêt j'ai à être là, quel est le sens de ma venue ici et pourquoi je vais rester si je dois rester à Mayotte. Après, face à des traumatismes, on réagit pas de la même façon, évidemment, et c'est ça qui est aussi très beau, c'est notre singularité. Mais en tout cas, la question du vivant, du sens de la vie et, euh, et oui, et de l'importance qu'on peut accorder au matériel, moi, ça m'a beaucoup interpellée et ça a vraiment changé ma vision aussi de m'accrocher ou pas dans les choses, euh, oui, dans les choses de ce monde finalement qui passeront et qui vont être détruits, euh, comme là avec une telle catastrophe, quoi. En un clin d'œil, on perd. En 4 heures, on perd tout. Euh, voilà. Et je trouve que ça va être un sujet intéressant d'avoir du coup avec mes amis, ma famille, d'aborder ce sujet, en tout cas du sens de la vie. Mm. Bah, merci beaucoup pour cet échange et cet entretien. Merci à toi, Marion. À bientôt.